C'est une blague complète au lit. Je simule tout parce qu'il est tellement pathétique. Ma femme a chuchoté cela à sa mère. Je mérite tellement mieux que ces performances embarrassantes. Je les ai laissés rire pendant que je faisais mes valises et que je tournais la page. 3 jours plus tard, elle sanglotait et me suppliait de revenir. Ça va être long, mais j'ai besoin de vider mon sac, parce que ce qui s'est passé me semble encore irréel parfois. Je vais donc commencer par le moment qui a tout changé, puis je vous expliquerai le contexte au fur et à mesure. Il y a 3 mois, j'étais chez ma belle-mère pour le dîner. Rien de spécial, juste une obligation du mardi soir de plus où on fait semblant d'être une grande famille heureuse. Ma femme, Kelly, et moi étions mariés depuis 6 ans, ensemble depuis 9 ans au total. J'ai 34 ans, elle en a 32, et jusqu'à cette nuit-là, je pensais que notre mariage était plutôt solide. La mère de Kelly, Linda, a toujours été compliquée. C'est le genre de femme qui pense que sa fille mérite mieux que ce qu'elle a, peu importe ce que c'est. Je dirige une petite entreprise de construction. Rien de luxueux, mais ça paie les factures et même un peu plus. On fait surtout du résidentiel, terrasse, rénovation de salles de bain, ce genre de choses. C'est un travail honnête et je suis doué pour ça. Mais Linda a toujours agi comme si j'étais un raté parce que je ne portais pas de costume pour aller travailler. Elle glissait toujours des petites remarques sur le fait que Kelly avait fait un compromis ou que je devrais mieux subvenir à ses besoins. Une fois, elle a même demandé à Kelly, devant moi, si elle regrettait de ne pas avoir épousé ce gentil garçon de la fac qui était devenu médecin. Kelly défendait toujours sa mère en disant « c'est juste comme ça qu'elle est », alors j'ai appris à ravaler ma fierté. Mais honnêtement, Linda me traitait comme si j'étais un cas social que Kelly avait pris en pitié. La maison était typique de Linda, tout était parfait, cher, pensé pour te faire sentir que tu n'y avais pas ta place. Kelly aidait en cuisine pendant que Linda et moi échangions une conversation gênante dans le salon. À un moment, j'ai eu soif et je suis allé chercher un verre d'eau. C'est là que je les ai entendus. Je revenais de la cuisine quand j'ai entendu la voix de Kelly, basse et secrète. Elle pensait que j'étais encore aux toilettes ou autre chose. Le salon et la cuisine étaient séparés par une petite arche, alors le son se propageait de façon étrange dans la maison de Linda. Il est tellement nul au lit, maman. Franchement, je dois simuler à chaque fois. À chaque fois. J'ai littéralement arrêté de respirer, mes poumons ont cessé de fonctionner pendant une seconde. Le verre d'eau dans ma main m'a soudainement semblé peser 25 kilos. Le rire de Linda a suivi, pas un rire normal, mais un ricanement méchant et complice, comme si elle partageait le secret le plus hilarant du monde. C'était le genre de rire qu'on entend dans les films quand les méchants complotent quelque chose. « Oh chérie, c'est comme ça les hommes », a dit Linda d'un ton désinvolte, comme si elle parlait d'un appareil électroménager en panne. Au moins, il est fiable pour d'autres choses, non? Les choses importantes, comme payer les factures et réparer la maison. Encore des rires. Mon Dieu. Elles prenaient vraiment leurs pieds. J'étais là, debout avec ce verre d'eau à la main comme un idiot, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Ma femme, la femme avec qui j'étais depuis presque 10 ans, venait de dire à sa mère que toute notre vie intime était un mensonge. Et elle traitait ça comme une blague. Mais le pire, c'est que Kelly ne semblait pas coupable ou partagée. Elle avait l'air blasée, comme si elle parlait d'un appareil cassé qu'elle n'avait pas le courage de réparer. Je me suis reculé discrètement, suis allé aux toilettes, j'ai verrouillé la porte et je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air d'avoir vu un fantôme, et en un sens, c'était le cas, le fantôme de mon mariage. Depuis combien de temps simulait-elle? Était-ce toujours comme ça? J'ai commencé à repenser à plein de petits détails, comment elle se détournait après l'amour, comment elle ne semblait jamais très investie, comment elle trouvait des excuses ou semblait distraite. J'avais toujours pensé que c'était le boulot, le stress, ou juste la vie. Je n'avais jamais imaginé qu'elle pouvait être complètement détachée. Quand je suis ressorti, elle parlait de choses normales, comme si de rien n'était. Kelly m'a souri quand je me suis assis, un sourire tout à fait normal. Aucun signe de culpabilité, d'embarras, rien qui montre qu'elle venait de m'écraser le cœur. C'est ça qui m'a vraiment brisé. Elle n'avait aucune idée que j'avais tout entendu. Et elle s'en fichait complètement de m'avoir humilié devant la seule personne qui ne m'avait jamais respecté. Le trajet du retour a été silencieux, mais pas anormalement silencieux. Kelly faisait défiler son téléphone comme toujours. J'attendais un signe, n'importe lequel, qui montrerait qu'elle se sentait mal pour ce qu'elle avait dit, mais rien. Juste Instagram et TikTok comme n'importe quelle autre soirée. Quand nous sommes rentrés à la maison,
elle est allée directement se coucher avec son téléphone. Je me suis assis au bord du lit et je lui ai posé une question que je ne lui avais jamais posée auparavant, « Est-ce que tu me respectes ?» Elle a levé les yeux avec une expression confuse, comme si la question n'avait aucun sens. « Mais bien sûr que je te respecte, pourquoi tu demandes ça ?» Sauf qu'il n'y avait aucune émotion derrière ces mots, c'était comme demander à quelqu'un de passer le sel. Je n'ai pas insisté parce que je connaissais déjà la véritable réponse. Elle est retournée à son téléphone et je suis resté là, à me sentir comme le plus grand idiot de la planète. J'ai à peine dormi cette nuit-là, pas parce que je pleurais ou quoi que ce soit, j'avais dépassé ce stade. J'étais juste allongé là, à repasser dans ma tête les dernières années, et soudainement, plein de choses ont commencé à prendre sens. Comme le fait que Kelly avait toujours le dernier mot pour tout, où on allait dîner, ce qu'on regardait à la télé, où on partait en vacances. Je proposais quelque chose et soit elle l'ignorait, soit elle faisait cette tête qui disait que mon idée était stupide. Je m'y étais tellement habitué que j'ai simplement arrêté de proposer. Ou la façon dont elle levait les yeux au ciel quand je parlais de mon travail ou de projets qui m'enthousiasmaient. Je restaurais d'anciens outils pendant mon temps libre. Rien d'important, juste quelque chose que j'aimais. Elle écoutait peut-être pendant 30 secondes, puis elle changeait de sujet ou se remettait à regarder son téléphone. Finalement, j'ai arrêté d'en parler. Il y avait aussi toutes ces petites remarques. Quand on sortait avec des amis, elle faisait des blagues sur le fait que j'étais incapable de faire les choses les plus simples. Tout le monde riait et moi aussi, parce que je pensais que c'était ce que faisaient les couples. Mais maintenant je me demande si elle le pensait vraiment. Le lendemain matin, je me suis levé avant Kelly et je me suis vraiment regardé dans le miroir de la salle de bain. J'avais l'air fatigué, pas juste somnole, mais épuisé, comme si je portais quelque chose de lourd depuis si longtemps que j'avais oublié ce que ça faisait de se tenir droit. J'étais plus confiant autrefois. J'avais des opinions et je les exprimais. Et quelque part en chemin, j'étais devenu cette version de moi-même qui acceptait tout ce que Kelly voulait pour éviter les conflits. Quand je suis sorti de la salle de bain, Kelly était encore à moitié endormie avec son téléphone. D'habitude, je lui disais bonjour et je l'embrassais sur le front avant de me préparer pour le travail. Cette fois, j'ai juste pris mes clés et je suis parti. Elle ne s'est même pas rendue compte. Ça aurait dû tout me dire à ce moment-là, mais je suppose que j'étais encore en train d'encaisser. J'ai fini par rouler dans la ville pendant environ 30 minutes avant d'aller au travail, juste pour essayer d'y voir plus clair. Je repensais sans cesse à ce que Linda avait dit, sur le fait de garder ma routine pareille, comme si j'étais un chien bien dressé qui ne remettrait jamais rien en question tant qu'on me nourrissait à heure fixe. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire attention à d'autres choses. Ce soir-là, Kelly était au téléphone avec Linda à nouveau. Elle appelait sa mère tous les jours, parfois 2 fois. Je pouvais l'entendre dans la cuisine rire de quelque chose. Non, il n'a rien dit, comme toujours, tu sais comment il est. La façon dont elle l'a dit, comme si j'étais complètement prévisible, comme si elle savait exactement comment je réagirais à tout, ou plus précisément, comment je ne réagirais à rien. J'ai entendu la voix de Linda au téléphone. Les hommes sont simples, chérie, gardent leur routine pareille et ils ne remettront rien en question. C'est là que quelque chose a fait tilt. Elle ne parlait pas seulement de sexe. Elle me voyait comme un pantin sans cervelle qui ne capterait jamais rien. Et honnêtement, elle n'avait pas tort. J'avais été exactement ça. Mais voilà ce qu'elle ne savait pas, je n'allais plus être ce type. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à documenter les choses. Pas d'une manière flippante, juste en prêtant attention. J'ai toujours été bon avec les papiers et les détails à cause de mon travail, alors j'ai commencé à appliquer ces compétences à mon mariage. J'ai remarqué que Kelly dépensait constamment de l'argent, mais ne semblait jamais savoir où il passait. Elle avait 3 cartes de crédit que je connaissais, plus son propre compte courant que je n'avais jamais regardé parce que je lui faisais confiance. Nous gardions la plupart de nos finances séparées, sauf pour le compte commun que nous utilisions pour l'hypothèque et les factures. J'ai aussi commencé à remarquer comment elle parlait de moi aux autres. Lors d'un barbecue ce week-end-là, je l'ai entendu dire à quelqu'un que j'étais gentil, mais pas très ambitieux. Quand son ami a demandé quels étaient nos projets pour l'été, Kelly a répondu qu'elle essayait de me convaincre de partir en Europe, un voyage qu'on ne pouvait clairement pas se permettre. Tout ce qu'elle disait me faisait passer pour un enfant qu'elle devait gérer ou un obstacle à contourner, jamais pour un partenaire ou un égal. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai commencé à observer comment elle se comportait avec les autres hommes. Il y avait ce type, Derek, qui travaillait dans le café où elle allait tous les matins. Un beau gars, probablement dans les 25 ans, du genre charmant,
qui devait avoir la moitié des femmes de la ville à ses pieds. Un matin, je suis passé au café pour surprendre Kelly avec sa pâtisserie préférée, cette espèce de croissant stupide et hors de prix qui coûtait environ 6 $. Quand je suis entré, je les ai vus en train de discuter à une table dans un coin, au lieu de simplement commander et partir comme elle m'avait toujours dit qu'elle faisait. Je l'ai réellement vu rire à ses blagues et lui toucher le bras. Le même rire qu'elle avait eu avec sa mère, mais en plus lumineux, plus sincère. Quand elle m'a vu, elle a immédiatement reculé d'un pas et m'a présenté comme son mari, sur un ton plat, comme si elle me présentait comme son dentiste ou quelque chose d'aussi ennuyeux. Derek m'a serré la main et a été parfaitement poli, mais je voyais bien qu'il me jaugeait. Et je voyais Kelly en train de l'observer pendant qu'il me jaugeait. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une question de respect ou de problème au lit. Kelly était déjà en train de chercher ailleurs. Maintenant, il faut que je vous dise quelque chose sur moi pour que le reste ait du sens. Je ne suis peut-être pas l'homme le plus passionnant du monde, mais je ne suis pas stupide. Gérer une entreprise de construction signifie que tu dois traiter avec des contrats, des permis, des inspections, et un tas de gens qui essaient de t'arnaquer. Tu apprends à lire les petites lignes et à couvrir tes arrières. J'ai aussi appris il y a longtemps que quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, tu dois le croire. La première fois, Kelly m'avait montré exactement qui elle était. La question était donc, qu'est-ce que j'allais faire de cette vérité? Ma première réaction a été de la confronter, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être que c'était cette conversation que j'avais surprise, à propos de combien j'étais simple et prévisible. Une partie de moi voulait leur prouver qu'elles avaient tort. Alors au lieu de la confronter, j'ai commencé à planifier. La première chose que j'ai faite, c'est d'examiner tous nos papiers financiers, vraiment tout passer au peigne fin, pas seulement le compte joint, mais tout ce que je pouvais consulter. Ce que j'ai trouvé était intéressant. Kelly gagnait un salaire correct en tant que coordinatrice marketing, environ 45 000 $ par an, mais d'une manière ou d'une autre, elle dépensait bien plus que cela. Son compte courant personnel était à découvert presque tous les mois. Et elle avait environ 12 000 $ de dettes de carte de crédit dont je n'avais jamais entendu parler. Mais voici la partie étrange, elle faisait aussi circuler de l'argent d'une manière qui n'avait aucun sens, de petites sommes, en général quelques centaines de dollars, vers des comptes que je ne reconnaissais pas. J'ai engagé un détective privé. Oui, je sais comment ça sonne, mais j'avais besoin de savoir à quoi j'avais affaire. Ça m'a coûté 800 $, mais ça valait chaque centime. Il s'est avéré que Kelly entretenait une relation émotionnelle avec Derek, le gars du café, depuis environ 4 mois. Rien de physique pour le moment, d'après ce que le détective a pu constater, mais beaucoup de textos, de longues conversations pendant ses pauses café du matin, et elle avait aussi commencé à le rejoindre parfois pour déjeuner. Elle racontait aussi apparemment à des gens de son travail qu'elle allait probablement être célibataire bientôt, et qu'elle attendait juste le bon moment. Le bon moment pourquoi? Me quitter? Me tromper? Prendre la moitié de mon entreprise. C'est là que j'ai commencé à devenir paranoïaque à propos de tout l'aspect professionnel. Le nom de Kelly n'était pas associé à l'entreprise elle-même, mais elle était copropriétaire de notre maison et nous avions ce compte joint. Dans notre État, tout ce qui est acquis pendant le mariage est considéré comme un bien conjugal. J'avais bâti mon entreprise à partir de rien, durant ces 8 dernières années. J'avais commencé seul avec une camionnette. Maintenant j'avais 4 gars qui travaillaient pour moi et nous étions réservés jusqu'au printemps prochain. Ce n'était pas une fortune, mais c'était à moi. Et l'idée que Kelly obtienne la moitié de tout ça après ce qu'elle avait dit sur moi me donnait littéralement la nausée. Alors j'ai commencé à faire quelques changements. D'abord, j'ai parlé à mon avocat de la protection des actifs. Il s'avère qu'il y avait certaines choses que je pouvais faire pour protéger l'entreprise, mais ça devait être fait avec prudence et de manière légitime. J'ai aussi commencé à tout documenter concernant Kelly. Pas de manière intrusive, juste en prenant note de ses dépenses, de son emploi du temps, de ses comportements. J'ai acheté un petit enregistreur vocal et j'ai commencé à l'avoir sur moi lors de nos conversations. Oui, je sais que ça paraît louche, mais j'avais besoin de me protéger. Kelly préparait clairement quelque chose et je n'allais pas me faire avoir sans réagir. Le plus difficile était d'agir normalement face à elle, de faire semblant que tout allait bien alors que je savais qu'elle me mentait en pleine face tous les jours. Elle rentrait de ses rendez-vous café avec Derek et me parlait de sa matinée ennuyeuse ou de ses collègues agaçants, mais je me taisais et faisais semblant. Je la laissais croire que j'étais toujours le même gars inconscient qui ne voyait jamais rien. Environ 2 semaines après le début de mon enquête, Kelly a commencé à faire quelque chose de nouveau. Elle recevait des messages qui la faisaient sourire, puis elle les effaçait immédiatement. Quand je lui demandais qui lui écrivait,
Elle répondait que c'était sa mère ou une amie du travail. Un soir, elle a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche. Je sais que je n'aurais pas dû, mais j'ai regardé. Les messages venaient de Derek. Rien de sexuel de manière explicite, mais clairement des messages pleins de sous-entendus, du genre « Je repense à notre conversation d'aujourd'hui » ou « J'ai hâte de te revoir demain ». Elle répondait avec des émojis en forme de cœur et des trucs du style « Tu rends mes matins tellement meilleurs ». C'est là que j'ai su avec certitude que Kelly n'était pas simplement malheureuse dans notre mariage, elle s'activait activement pour me remplacer. Alors j'ai décidé de la remplacer en premier. Et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Je jouais le rôle du mari aveugle depuis environ 3 semaines, rassemblant des informations et préparant mes plans. Kelly ne s'était aperçue de rien, ce qui prouvait honnêtement à quel point elle faisait peu attention à moi. Mon avocat m'avait donné des conseils pour protéger mes actifs, et l'un d'eux était que si Kelly initiait la procédure de divorce, cela jouerait en ma faveur plutôt que si c'était moi qui déposais en premier. Une question d'image, de ne pas paraître rancunier ou autre. J'ai donc décidé de l'amener à faire le premier pas. J'ai commencé à être moins disponible, pas de manière flagrante, juste un peu moins facile à gérer. Quand elle voulait organiser quelque chose pour nous deux, je parlais d'obligations professionnelles dont je ne lui avais jamais parlé. Quand elle voulait regarder quelque chose à la télé, je disais que j'avais des papiers à traiter. Rien de dramatique, juste assez pour perturber sa routine où j'étais totalement prévisible. Kelly n'aimait pas ça. Elle était habituée à ce que je sois toujours prêt à lui faire plaisir, toujours disponible, toujours arrangeant. Quand j'ai commencé à me faire moins accessible, elle s'est énervée. « Tu agis bizarrement ces derniers temps », m'a-t-elle dit un soir, « est-ce que tout va bien ?» Juste beaucoup de boulot, je lui ai répondu. Le printemps est toujours chargé dans la construction. Elle m'a cru, parce qu'elle n'avait jamais fait attention à mon emploi du temps de toute façon. Mais le vrai coup de génie est venu quand j'ai commencé à parler d'argent différemment. Vous voyez, Kelly était habituée à ce que je dise oui à tout ce qu'elle voulait acheter, des nouveaux vêtements, des dîners au restaurant, des petits week-ends. Je disais oui presque systématiquement pour qu'elle soit contente. Alors j'ai commencé à poser des questions. Quand elle a mentionné vouloir se faire coiffer dans un salon hors de prix, je lui ai demandé combien ça coûtait. Quand elle a dit qu'elle avait besoin de nouveaux vêtements pour le travail, je lui ai demandé si on pouvait attendre le mois prochain. Rien de conflictuel, juste des questions. Kelly n'était pas habituée à ce qu'on lui pose des questions sur l'argent, du tout. Depuis quand ça t'importe combien je dépense pour mes cheveux, a-t-elle lancé, agacée. Je m'en fiche, ai-je répondu. J'essaie juste de suivre notre budget. L'entreprise a de grosses dépenses qui arrivent. Ce qui était vrai en réalité. Je prévoyais d'acheter du nouvel équipement, ce qui allait réellement mettre nos finances à rude épreuve pendant quelques mois. Mais Kelly l'a pris comme si j'essayais de la contrôler, ce qui était exactement ce que je voulais. Elle a commencé à se plaindre à Linda, disant que je devenais bizarre avec l'argent, que j'essayais de gérer ses dépenses à sa place. Je le sais parce que je l'ai entendu au téléphone. Il ne s'est jamais soucié de ça avant, a-t-elle dit à sa mère. Je pense qu'il traverse une sorte de crise de la quarantaine ou quelque chose comme ça. La réponse de Linda était prévisible, les hommes deviennent insécurisés quand ils réalisent qu'ils ne subviennent pas assez bien aux besoins. Ignore-le, ça passera. Mais Kelly n'était pas du genre à ignorer quoi que ce soit qu'elle percevait comme une menace à sa liberté. Le point de rupture est arrivé quand elle a voulu réserver ce voyage en Europe dont elle avait parlé à son ami. Elle m'a apporté une série de sites de voyage qu'elle avait consultés, en me disant qu'on méritait de vraies vacances. L'option la moins chère coûtait $4000 pour une semaine. Kelly, on ne peut pas se permettre ça en ce moment, ai-je dit en regardant les chiffres. Comment ça on ne peut pas se le permettre? Tu as dit que l'entreprise allait bien. L'entreprise va bien, mais ça ne veut pas dire qu'on a $4000 qui traînent pour des vacances. Elle a eu ce regard sur son visage, celui que j'avais vu une centaine de fois, mais que je comprenais enfin maintenant. Ce n'était pas de la déception ou de la tristesse, c'était du mépris. C'est ridicule, a-t-elle dit. On ne fait plus jamais rien de fun. Tu es devenu radin et ennuyeux. Je ne suis pas radin, je suis réaliste. On pourrait peut-être faire quelque chose de moins cher, comme un long week-end quelque part pas trop loin. Laisse tomber, a-t-elle lâché. Je vais trouver autre chose. Ce soir-là, elle a parlé au téléphone avec Linda pendant presque 2 heures. J'ai entendu des bribes depuis le salon, il devient impossible, il ne veut jamais rien faire. Je ne peux pas vivre comme ça. Le lendemain matin, Kelly était froide et distante.
Elle est partie au travail sans dire au revoir, ce qui n'était pas si inhabituel, mais il y avait quelque chose de différent dans son énergie. Quand elle est rentrée le soir, elle avait l'air plus légère, comme si elle avait pris une décision. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « Ça y est, ai-je pensé. J'ai réfléchi à nous, a-t-elle poursuivi, à savoir si on veut encore les mêmes choses. J'ai fait semblant de ne pas comprendre, qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que je ne pense plus qu'on soit compatibles. On veut des choses différentes. Tu es devenu ce type qui veut juste rester à la maison et compter chaque centime, et moi je veux vraiment vivre ma vie. Elle me donnait exactement l'ouverture que je préparais depuis des semaines. Donc tu dis quoi exactement, ai-je demandé. Kelly a pris une grande inspiration, je pense qu'on devrait se séparer, peut-être divorcer. Et voilà. Exactement comme mon avocat me l'avait dit. J'ai fait semblant d'être surpris et blessé, j'ai demandé si elle était sûre, j'ai suggéré une thérapie de couple, toutes les choses qu'un mari pris au dépourvu dirait. Mais à l'intérieur, je jubilais. Kelly allait entamer la procédure de divorce, ce qui voulait dire qu'elle croyait contrôler la situation. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Kelly a déménagé 3 jours plus tard. Elle n'est pas allée loin, juste dans un appartement meublé de l'autre côté de la ville, qui coûtait 2 fois notre mensualité de prêt immobilier. Je ne lui ai pas demandé comment elle comptait payer, mais j'avais ma petite idée. Elle a pris environ la moitié des meubles et la majorité de ses vêtements, plus un tas de choses qu'elle disait être à elle, mais qui ne l'étaient clairement pas. Je ne me suis pas battu pour tout ça parce que j'avais d'autres priorités. Le jour suivant, elle a officiellement déposé les papiers du divorce. J'ai joué l'homme bouleversé, j'ai tenté de la faire changer d'avis plusieurs fois, mais elle était déterminée. Elle m'a dit qu'elle avait déjà consulté un avocat et qu'elle savait exactement ce à quoi elle avait droit. C'est là que j'ai compris que Kelly préparait tout ça depuis bien plus longtemps que je ne le pensais. Son avocat s'appelait Martinez, un type apparemment spécialisé dans l'obtention de gros règlements pour les femmes dans les procédures de divorce. Une vraie pièce maîtresse, d'après mon propre avocat. Kelly réclamait la moitié de tout, la maison, l'entreprise, les économies, même mon camion. En plus, elle voulait une pension alimentaire, sous prétexte qu'elle avait sacrifié son avancement professionnel pour soutenir mon entreprise. C'était complètement faux et nous le savions tous les deux. Le travail de Kelly n'avait rien à voir avec mon entreprise, et si quelqu'un avait soutenu la carrière de l'autre, c'était moi, en prenant en charge la majorité des tâches domestiques. Mais voici où Kelly a commis sa première grande erreur, elle croyait que j'allais me coucher et lui donner tout ce qu'elle voulait pour éviter le conflit, comme je l'avais toujours fait. Au lieu de ça, j'ai commencé à me battre avec des documents. Voyez-vous, Kelly n'était pas la seule à avoir consulté un avocat. Je travaillais avec le mien depuis plus d'1 mois, et nous nous préparions exactement à ce scénario. La première chose que nous avons faite a été de demander une découverte financière. C'est un terme juridique qui veut dire « montrez-nous chaque centime que vous avez dépensé et d'où il vient ». L'avocat de Kelly a tenté de s'y opposer, mais on ne peut pas réclamer la moitié des biens de quelqu'un sans être prêt à révéler sa propre situation financière. Quand les relevés bancaires de Kelly sont revenus, les choses sont devenues très intéressantes, très rapidement. Vous vous souvenez de ces virements mystérieux que j'avais remarqués ? Il s'est avéré que Kelly détournait de l'argent de notre compte commun depuis presque 8 mois. De petites sommes, comme je l'avais remarqué, mais cela s'élevait à environ $6 000. Elle les déposait dans un compte épargne séparé qu'elle n'avait pas mentionné dans son dépôt initial de divorce. Mais attendez, ce n'est pas tout. Kelly utilisait aussi notre carte de crédit commune pour des dépenses personnelles qu'elle prétendait être des nécessités ménagères. Sauf que ces prétendues nécessités comprenaient de nombreuses visites au café, des déjeuners dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, et quelques achats plutôt intéressants chez Victoria's Secret. Lorsque mon avocat lui a posé des questions sur ces dépenses, Kelly a affirmé qu'elles étaient toutes légitimes et que je lui avais donné la permission d'utiliser la carte pour tout ce dont elle avait besoin. Le problème, c'est que j'avais commencé à enregistrer nos conversations des semaines auparavant, et j'avais un enregistrement d'elle disant qu'elle en avait assez de devoir demander la permission pour chaque petite chose, et qu'elle allait commencer à s'occuper d'elle-même. L'avocat de Kelly n'était pas du tout content quand nous avons soumis ces enregistrements, mais la véritable bombe nucléaire est tombée quand le rapport du détective privé est revenu, avec des photos. Kelly et Derek se retrouvaient pour déjeuner au moins 2 fois par semaine depuis les 2 derniers mois. Les photos les montraient se tenant la main, s'embrassant dans sa voiture, et à 3 occasions distinctes, entrant dans un motel pendant leur pause déjeuner. Mon avocat a fait parvenir les photos à l'avocat de Kelly, accompagné d'un petit mot bien rédigé expliquant que l'adultère influençait la répartition des biens dans notre État, et que la demande de Kelly concernant la moitié de mon entreprise devenait très discutable.
C'est à ce moment-là que Kelly m'a appelé directement, pour la première fois depuis qu'elle avait déménagé. Tu m'as fait suivre, a-t-elle hurlé au téléphone. Espèce de malade contrôlant. Je me suis protégé, ai-je répondu calmement. Comme toi tu t'es protégé en cachant de l'argent et en mentant sur tes dépenses. Ces photos ne prouvent rien. Elles prouvent que tu me trompais tout en demandant une pension alimentaire. Bonne chance pour expliquer ça à un juge. Elle m'a raccroché au nez, mais je pouvais entendre la panique dans sa voix. 2 jours plus tard, l'avocat de Kelly a contacté le mien pour demander si nous serions ouverts à une médiation plutôt que d'aller devant le tribunal. Traduction, il savait qu'ils étaient fichus et voulait régler ça discrètement. Mais je n'en avais pas terminé. Loin de là. Kelly pensait que les photos étaient la pire chose qui pouvait lui arriver. Elle n'avait aucune idée que je ne faisais que commencer. Voyez-vous, pendant qu'elle était occupée à planifier sa sortie et à jouer à la vie de couple avec Derek, moi, je faisais des recherches sur ses finances. Et ce que j'ai découvert était bien pire que quelques milliers de dollars dissimulés. Vous vous souvenez comment Kelly semblait toujours dépenser plus d'argent qu'elle n'en gagnait? J'ai enfin compris d'où venait l'excédent. Kelly avait contracté un prêt personnel 6 mois plus tôt, pour un montant de 15 000 $. Elle avait falsifié ma signature sur la demande et utilisé notre maison comme garantie. Oui, vous avez bien lu. Ma femme avait littéralement volé 15 000 $ en utilisant notre maison comme caution, et je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que je vérifie mon propre crédit. Quand j'en ai parlé à mon avocat, il a eu cette expression sur le visage comme un matin de Noël. Apparemment, ce genre de fraude ne constitue pas seulement un motif de divorce, c'est aussi un acte criminel. Mais attendez, ce n'est pas tout. J'ai aussi découvert que Kelly racontait à des collègues qu'elle allait divorcer et qu'elle serait très à l'aise financièrement ensuite, parce que j'étais trop stupide pour protéger mes biens. L'un de ses collègues était marié à un type pour qui j'avais travaillé, et c'est lui qui m'a averti de ce que Kelly disait. Apparemment, elle se vantait de comment elle allait me dépouiller de tout ce que je valais et utiliser l'argent pour recommencer une nouvelle vie ailleurs, probablement avec Derek. Alors j'ai décidé d'offrir à Kelly exactement ce qu'elle demandait, une chance de recommencer à zéro, mais pas de la manière qu'elle avait prévue. D'abord, j'ai signalé le prêt falsifié à la police et à la banque. La fraude est de la fraude, et j'avais les documents prouvant qu'elle avait signé mon nom sans autorisation. Ensuite, j'ai utilisé la découverte du prêt pour geler tous nos actifs communs en attendant l'issue de l'enquête pénale. Kelly ne pouvait toucher à aucun centime de l'argent qu'elle pensait récupérer tant que l'affaire de fraude n'était pas résolue. Troisièmement, j'ai commencé à activer quelques relations. Voyez-vous, quand on dirige une entreprise de construction dans une petite ville, on finit par connaître beaucoup de monde, des entrepreneurs, des agents immobiliers, des directeurs de banque, des responsables municipaux. On travaille tous ensemble assez régulièrement. L'appartement chic de Kelly? Je connaissais le gestionnaire de la propriété. Il s'est avéré qu'elle avait menti sur sa demande de location, à propos de ses revenus et de son emploi. Lorsqu'il a appris le divorce et les accusations de fraude, il s'est soudainement montré très intéressé par la révision de son bail. Son travail? Son patron était un certain Tom, pour qui j'avais construit une terrasse l'été précédent. Tom n'était pas ravi d'apprendre que l'une de ses employées était impliquée dans une fraude bancaire et pourrait faire face à des poursuites pénales. Le café de Derek? La propriétaire était la femme de mon cousin. Le monde est petit, n'est-ce pas? En une semaine, toute la nouvelle vie soigneusement planifiée de Kelly s'est mise à s'effondrer. Elle a été expulsée de son appartement parce qu'elle ne pouvait pas prouver qu'elle avait les moyens de payer le loyer. Son travail l'a mise en congé administratif en attendant les résultats de l'enquête pour fraude. Et Derek ne répondait plus à ses appels, parce que son patron lui avait dit de rester loin des femmes instables avec des ennuis juridiques. Mais le meilleur moment est arrivé quand Kelly a tenté de contre-attaquer. Elle a engagé un nouvel avocat, un ténor du barreau venu de la grande ville, spécialisé dans le contentieux agressif. Ce type était censé être l'arme secrète de Kelly pour contourner tous les problèmes de son dossier. Sauf que cet avocat demandait une avance de 10 000 $. Et Kelly s'est soudainement retrouvée avec très peu de liquidités disponibles, alors elle a essayé d'emprunter de l'argent à Linda. Linda, qui l'avait pourtant encouragée à divorcer et à obtenir ce qu'elle méritait, n'était soudainement plus aussi solidaire lorsqu'il s'agissait de payer pour tout ça. Je croyais que tu avais dit qu'il allait devoir te donner de l'argent, lui a dit Linda. Je le sais parce que Kelly m'a appelé en pleurant à ce sujet plus tard. Je croyais qu'il allait. Sanglotait-elle. Ça ne devait pas se passer comme ça. Kelly a essayé de m'appeler plusieurs fois, alternant entre colère et désespoir. Un jour, j'étais un psychopathe contrôlant qui avait ruiné sa vie, le lendemain,
elle était désolée et voulait arranger les choses. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Finalement, environ 6 semaines après son départ, Kelly s'est présentée chez moi sans prévenir. Elle avait l'air terrible, ses cheveux étaient gras, elle avait perdu du poids et dans son regard, il y avait une détresse que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. J'ai failli ne pas la laisser entrer, mais j'étais curieux d'entendre ce qu'elle avait à dire. « Tout ça est allé trop loin », a-t-elle commencé. « J'ai fait des erreurs, d'accord, mais tu es en train de détruire ma vie pour rien. »« Pour rien », ai-je dit. « Tu as commis une fraude, Kelly. Tu as volé 15 000 $ et mis notre maison en garantie. Tu appelles ça rien. J'allais le rembourser. Avec quoi? De l'argent que tu as déjà dépensé? Tu as dépensé plus que ce que tu gagnais chaque mois depuis 1 an. » Elle s'est mise à pleurer alors, ce qui, honnêtement, ne m'a fait que m'agacer. Kelly n'était pas du genre à pleurer, elle essayait de me manipuler. « Je suis désolée, » a-t-elle dit. « Je sais que j'ai déconné, mais on peut réparer ça. On peut aller en thérapie, arranger les choses. J'abandonnerai la procédure de divorce. »« Pourquoi est-ce que je voudrais réparer ça ?» ai-je demandé. Cela semblait la surprendre, comme si elle ne comprenait vraiment pas pourquoi je ne voudrais pas redevenir l'époux d'une femme qui avait prévu de me dépouiller jusqu'au dernier centime. « Parce qu'on s'aime », a-t-elle dit faiblement. Je l'ai simplement regardée. Cette femme qui m'avait traité de blague, qui m'avait trompé, qui m'avait volé, qui s'était vantée auprès de ses amis de comment elle allait me ruiner financièrement. « Non », ai-je dit. « On ne s'aime pas, c'était il y a 4 mois. Le divorce a été finalisé le mois dernier. Et laissez-moi vous dire comment ça s'est terminé. Kelly n'a rien eu. 0. Moins que rien, en fait, parce qu'elle devait encore des réparations pour la fraude du prêt, et elle a dû rembourser l'argent qu'elle avait détourné de notre compte commun. La maison est à moi, libre et claire, parce que son nom en a été retiré lorsqu'elle a été reconnue coupable de fraude. L'entreprise a été protégée, parce que je l'avais restructurée des mois avant qu'elle ne dépose sa demande. Et son adultère a éliminé toute possibilité de réclamer une pension alimentaire. Kelly a dû payer ses propres frais juridiques, qui se sont élevés à environ 12 000 $ entre son premier avocat et le ténor du barreau qu'elle avait engagé ensuite. Elle a aussi dû effectuer 6 mois de travaux d'intérêt général et suivre des cours de gestion financière dans le cadre de son accord de plaidoyer. Derek l'a quitté le jour même où sa condamnation a été rendue publique. Apparemment, il n'était pas intéressé par une femme avec un casier judiciaire et sans argent. Linda a également cessé de lui parler, ce qui m'a honnêtement surpris. Je pensais que sa mère la soutiendrait quoi qu'il arrive, mais je suppose que même Linda a ses limites. Kelly a fini par déménager chez une ancienne amie de la fac, dans un autre état. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans un centre d'appel et vivait de paix en paix. Je devrais probablement me sentir mal d'avoir complètement détruit sa vie, mais honnêtement, ce n'est pas le cas. Kelly a fait ses choix. Elle a choisi de me mentir, de me tromper, de me voler et de planifier ma ruine financière. Elle pensait que j'étais trop stupide et passif pour me défendre. Elle avait tort. Ce qui me sidère encore, c'est le sentiment d'impunité qu'elle affichait jusqu'au bout. Kelly agissait comme si j'étais le méchant, simplement parce que je ne m'étais pas laissé faire. Elle m'a même dit un jour, « Je ne peux pas croire que tu sois aussi vindicatif pour quelques erreurs. » Quelques erreurs. C'est ainsi qu'elle qualifiait des années de manipulation, de fraude et d'adultère. Mais voici ce que j'ai retenu de tout cela, les gens vous traiteront exactement aussi mal que vous les laissez faire. Kelly m'a formé pendant des années à accepter l'irrespect, et je l'ai laissé faire, pensant que c'était ça, préserver la paix. J'avais tort là aussi. Aujourd'hui, je vais plutôt bien. L'entreprise grandit, j'ai acheté un nouveau camion, et je rénove la maison comme je l'ai toujours voulu. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un, une enseignante qui s'appelle Sarah, qui trouve mon passe-temps de restauration d'outils intéressant plutôt qu'ennuyeux. C'est fou comme la vie peut être différente quand on est avec quelqu'un qui nous apprécie vraiment. Kelly a essayé de me recontacter il y a quelques mois. Elle m'a envoyé un long email où elle disait avoir tiré des leçons de ses erreurs et voulait s'excuser convenablement, qu'elle espérait qu'on pourrait être amis un jour. Je l'ai supprimé sans même le finir. Certains ponts ne méritent pas d'être reconstruits, vous savez. Certaines personnes ne méritent tout simplement pas d'être pardonnées.